Bonjour et bienvenue à cet épisode de La Relève au micro, un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Émilie, je suis la chargée de projet communication et marketing à la JCCM. Aujourd'hui, je serai votre animatrice pour cette conversation où nous allons explorer deux approches complémentaires de l'impact, l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat avec nos invités Tiami Tréguer et Théo Courboliou. Tiami, tu es gestionnaire de programme au Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec et Théo, tu es directeur de l'innovation à la base entrepreneuriale HEC Montréal et ex-cofondateur de la plateforme d'achat philanthropique Give a Seat. Merci pour votre présence aujourd'hui. On est très chanceux de vous avoir avec nous. Avant de commencer, en fait, est-ce que vous aimeriez vous présenter, peut-être, nous expliquer ce que vous faites? Vas-y, Tiami. Oui, c'est moi qui commence, parfait. Enchantée. Donc, Tiami, gestionnaire de programme au Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est toujours une bébête un peu étrange. Dans le fond, nous, notre but, c'est de venir soutenir donc les entrepreneurs au Québec, de leur donner le courage d'entreprendre. Puis la manière dont on le fait, c'est un peu là que vient notre originalité. Évidemment, on a des actions directes de soutien pour ces entrepreneurs, mais on vient aussi soutenir tout l'écosystème qui va autour d'eux, parce que finalement, ça se fait jamais tout seul, des projets aussi ambitieux. Donc, on vient soutenir cet écosystème, donc toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, que ce soit des accompagnateurs, que ce soit des investisseurs, que ce soit en fait n'importe qui. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire ça. Donc moi, mon rôle là-dedans, c'est de déployer certains programmes qui visent à aider nos entrepreneurs et puis s'assurer que, in fine, on les aide pour de vrai. C'est vraiment génial. J'entends beaucoup le mot collaboration là-dedans, puis ça nous parle énormément. On en reparlera sûrement. On en avait parlé avant déjà, mais on va clairement l'aborder. À toi, Théo. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Théo Courboliou, je suis aujourd'hui directeur à la base entrepreneuriale HEC Montréal. Rapidement, ce que j'ai fait avant, tu mentionnais Give a Seat, ça me ramène quelques années en avant, mais effectivement, j'ai fait mes études à HEC Montréal en entrepreneuriat et j'ai lancé en 2015 une plateforme d'achat philanthropique où on récupérait des billets d'événements invendus qu'on vendait au rabais sur une plateforme en ligne et on redonnait 80% des ventes à des organismes caritatifs locaux. Donc, j'ai dirigé cette entreprise-là pendant 5-6 ans. Jusqu'à ce qu'un petit virus s'empare de notre vie culturelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la COVID, la COVID a changé un petit peu quelques plans. Puis en fait, on va parler d'entrepreneuriat, je pense, aujourd'hui. J'ai toujours eu... En fait, j'ai découvert l'entrepreneuriat vraiment en le faisant. Moi, j'ai une famille de profs à la base. Pour moi, le monde des affaires et l'entrepreneuriat, c'était comme une langue étrangère que je ne parlais pas. Et donc, j'ai découvert l'entrepreneuriat en mettant les deux pieds dedans. Et en fait, quand j'ai tourné la page de cette entreprise-là, j'ai continué en fait de faire de l'entrepreneuriat, mais au sein d'organisations existantes et établies, ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. Je travaillais chez L'Oréal pendant un petit bout. J'ai travaillé après dans différents acteurs qui accompagnaient les entrepreneurs pour favoriser l'implantation de l'innovation dans certaines structures. Puis depuis 2021, je travaille à la base entrepreneuriale HEC Montréal, où en fait je suis arrivé comme coordonnateur de programme en 2021. Puis en fait rapidement, j'ai pris un rôle de leadership. Puis avec toute une formidable équipe, on a... Je pense, objectivement, quand on regarde les statistiques, on a fait grossir l'impact de la base entrepreneuriale. Puis je pense que ça traduit assez bien les conséquences que peuvent avoir des esprits intrapreneuriaux quand ils sont bien soutenus par une équipe de direction qui croit à ça. Donc je suis sûr qu'on pourra en parler un petit peu plus dans les prochaines minutes. Mais si je fais un mini elevator pitch de ce qu'on fait à la base entrepreneuriale à HEC Montréal, on inspire et on propulse la relève d'affaires, la relève entrepreneuriale. Donc les entrepreneurs qui lancent des projets qui utilisent la technologie et l'impact social pour façonner le Québec économique de demain. On accompagne ces personnes-là, on accompagne 150 personnes en 2025, donc on accompagne quand même un assez grand volume de personnes. On croit beaucoup aux écosystèmes, donc on a à l'intérieur de nous-mêmes, on fait partie d'un écosystème montréalais, québécois, canadien, nord-américain, mondial, mais on croit aussi à l'impact d'avoir un écosystème soudé à l'intérieur de nos murs d'HEC Montréal. Donc, d'accompagner un grand nombre de personnes, on voit plein de choses magiques qui se passent en fait sans qu'on le contrôle, de gens qui s'aident, qui s'ouvrent des portes les uns les autres. Et donc, on a plusieurs programmes qui sont structurés. On accompagne autant des étudiants qui veulent lancer leur première entreprise que des entreprises qui font 10, 11 millions de chiffres d'affaires puis qui veulent pénétrer de nouveaux marchés, structurer des processus, réaliser des montages financiers plus complexes, passer d'entrepreneur à dirigeant d'entreprise. Donc, on va jusqu'à cette phase-là de maturité. Donc,
Bon, voilà ce que je pourrais dire rapidement. Puis notre mission, on pense que les entreprises sont aussi bonnes que les entrepreneurs sont bons. Donc, on dépense beaucoup de ressources, de temps, d'énergie pour aider les entrepreneurs à être les meilleures personnes possibles pour créer les meilleures entreprises possibles. C'est encore une fois, justement, on a beaucoup abordé dans les podcasts, en fait, les épisodes de balado précédents, on a beaucoup abordé justement cet aspect d'impact-là avec les intrapreneurs. Mais justement, j'entends vraiment dans ce que vous dites énormément de collaboration, énormément d'engagement, en fait, là, définitivement de la part de chacun, dans le fond, de vous deux. Qu'est-ce qui mène, en fait, deux personnes engagées comme vous, justement, à travailler dans des entreprises assez particulières? Des organisations, pardon, assez particulières. Moi, si je peux me permettre, puis ça va être faire un peu écho à mon parcours. Moi, j'ai un parcours vraiment... je me suis rendu compte de ça en arrivant dans l'écosystème entrepreneurial classique pour l'entrepreneur, mais très, très anormal pour le reste de la société. Je suis du monde de la finance à la toute base. Je suis passée après par du retail en magasin parce que je voulais vraiment voir ce qui se passait avec les clients. J'ai eu une petite lubie pour faire de la pâtisserie. J'ai eu mon entreprise. J'ai fait pas mal d'affaires, mais avec toujours cette sensation de j'ai envie de faire quelque chose qui compte. À chaque fois, il y avait toujours une motivation de comment est-ce que ce que je fais a une vraie valeur pour quelqu'un. Et puis, je dirais que la dernière activité que j'ai eue, donc j'ai eu mon entreprise, je faisais donc des ateliers de confection de chocolat. Et je me suis rendu compte que j'aimais concrètement ce que je faisais, mais je sentais que je pouvais encore avoir plus d'impact. Je commençais à développer des compétences, mais j'ai commencé à mettre mes doigts dans le milieu de l'entrepreneuriat et j'ai découvert des gens qui avaient des idées révolutionnaires pour changer demain. Et je me suis dit, moi, je les ai pas, ces idées-là. J'ai pas ces compétences-là. Je peux pas, dans les startups qui me viennent en tête, il y a des gens qui font des laits synthétiques. Bref, vraiment des compétences que j'ai pas du tout. Et je me suis dit, mais moi, je sais faire d'autres choses. J'ai des compétences à peu près organisationnelles. Je suis une pro du Excel. Mais c'est des choses que je peux mettre à leur service. Puis justement, d'aider, moi, ces gens-là, d'être dans une organisation qui aide ces gens-là qui, pour moi, vont changer la société de demain. C'était ma manière d'agir, en fait. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. C'est vraiment génial. Toi, Théo? Je pense qu'il y a plusieurs similarités avec ce que tu as décrit, Tiami. Je ne savais pas que tu avais une entreprise de confection de chocolat. Non, je ne le vante pas à tout le monde, mais on peut faire des ateliers de confection de chocolat. C'est vraiment le fun. En fait, je pense que assez similaire avec Tiami. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'entrepreneur, donc j'ai dirigé une entreprise pendant plusieurs années. Et en fait, ça m'a fait développer beaucoup de compétences peut-être différentes d'un début de carrière où tu es vraiment dans des boîtes où tu dois remplir certaines tâches, puis soumettre des résultats à une direction. Moi, j'avais pas ça. En fait, il fallait vraiment que je fasse tout, que je m'assure de créer un maximum de valeur rapidement parce que mon salaire en dépendait, puis la survie de mon organisation en dépendait. Donc, en fait, quand je suis rentré dans le marché du travail, j'ai adopté le même état d'esprit de me dire, je comprends où est-ce que l'organisation veut s'en aller, comment ma personne peut contribuer au maximum à ce mouvement-là. Et en fait, j'ai commencé à faire un petit peu de consultation au début quand on a dû mettre le développement commercial de l'organisation sur pause. J'ai commencé à faire de la consultation un petit peu. Et donc, en fait, en ce rôle de consultant-là, ça s'y prêtait assez bien, en fait, d'être mon propre patron, mais de devoir travailler avec un client. C'est comme ça que ça a commencé et en fait, les contrats que j'avais, c'est des contrats très entrepreneuriales dans différentes structures. Je mentionnais L'Oréal tout à l'heure où je travaille avec la fondation Osmo pour aider L'Oréal à intégrer de l'innovation dans leur processus. Après ça, j'ai fait des mandats avec différents incubateurs, accélérateurs. Puis en fait, c'est là que j'ai remarqué que ce que j'avais appris en tant que fondateur d'entreprise, en fait... ça avait pu créer de la valeur à court terme pour mon organisation, mais il y a plein de choses que j'avais validées, que je pouvais aider des entrepreneurs à valider aussi de leur côté. Donc, en fait, le premier passage, il s'est fait à HEC Montréal, où j'étais impliqué dans des cours. Je suis aujourd'hui aussi chargé de cours à HEC Montréal, où j'enseigne l'entrepreneuriat. Et donc, ça, je l'ai fait assez rapidement, même pendant mon entreprise. Donc, ça m'a amené rapidement dans un rôle de transmission de ce que j'avais pu apprendre. Après ça, c'est vraiment concrétisé en 2021 quand j'ai eu un poste temps plein à HEC Montréal. Et puis après ça,
l'esprit entrepreneurial que j'avais, qui a été stimulé par un climat, par l'équipe de la direction actuelle qui m'a laissé faire de plus en plus de choses. Ça a exacerbé peut-être ces traits-là que j'avais de vouloir en fait penser comme un entrepreneur, de voir un problème, de voir c'est quoi les outils que j'ai, puis comment est-ce que je l'adresse le plus efficacement, le plus rapidement possible. Tu parles beaucoup de ton esprit entrepreneurial, en fait. Là. Justement, ça répond beaucoup à ce que les intrapreneurs, comment ils ou elles, en fait, se décrivent eux-mêmes, c'est-à-dire des entrepreneurs à l'intérieur d'une même entreprise, d'une entreprise, en fait, au sein d'une organisation. Tiami, justement, tu es participante du programme Génération d'impact de la JCCM pour la 3e cohorte. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un peu de ton projet? Oui, avec plaisir. Dans le fond, le problème que je voulais adresser, c'était de me rendre compte que souvent les plus grands changements nécessitaient beaucoup de temps, de ressources qu'on n'a pas toujours. Puis moi, je me suis mis en tête de comment est-ce que je peux rendre ça accessible aux personnes pour leur rendre un peu le pouvoir d'agir. Et je me suis penchée justement sur plusieurs modèles. Puis pour moi, il y avait une approche qui était intéressante, qui était le modèle de sabbatique. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est développer un modèle de sabbatique en aidant aussi les entreprises à l'implanter chez eux, parce que l'idée, c'est de leur donner un peu un espèce de kit. Voici un concept de sabbatique, voici des questions, voici peut-être des bonnes pratiques que tu pourrais implanter. Puis ce serait quoi l'impact? C'est que on a tendance à penser à un sabbatique, super, je vais aller 3 mois à Bali en vacances. Parce qu'il y a aussi ses avantages quand même pour une entreprise d'avoir des gens qui reviennent motivés, inspirés par d'autres choses. Mais le sabbatique, ça peut être aussi des occasions de formation qui ont beaucoup d'impact justement sur les personnes dans leur progression, dans ce qu'ils peuvent effectuer au quotidien. Ça peut être aussi des moments pour aller faire des missions humanitaires, des choses pareilles qui on a peut-être envie de faire du bénévolat au quotidien, mais des fois, il y a des choses vraiment plus grandes qui peuvent venir nous toucher. Et puis, si on reste dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça peut être l'occasion d'aller travailler sur son projet entrepreneurial, chose que des fois, une personne qui est en entreprise ose pas forcément, parce que c'est toujours beaucoup d'investissement, mine de rien. Donc moi, si je peux, avec ce projet, redonner un peu de pouvoir aux gens pour avoir cet impact, c'est ce que, idéalement, j'aimerais avoir. C'est franchement inspirant. Puis on pourrait en parler longuement dans le sens où, justement, par rapport à la nouvelle génération qui débarque sur le marché du travail, c'est vraiment très recherché comme façon de travailler, c'est-à-dire il y en a beaucoup, en fait, qui veulent pas travailler à temps plein, qui veulent travailler à temps partiel, justement, pour pouvoir développer leur projet entrepreneurial à côté, dans le fond. Vous nous parlez, en fait, de vos parcours atypiques puis de l'impact que vous voulez avoir dans les organisations pour lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu c'est quoi les avantages, en fait, pour une organisation d'avoir des intrapreneurs au sein de leur structure? Vas-y Théo, j'ai commencé à chaque fois. Déjà, c'est très chouette ton projet de démocratiser l'accès au sabbatique. Personnellement, j'aime beaucoup ça. Puis une des raisons pourquoi j'aime beaucoup mon travail, c'est aussi j'ai la chance à HEC Montréal d'avoir un cycle qui est quand même assez marqué, avec une saison très forte de janvier à juin, une période de réflexion en fait qui va à peu près jusqu'en de juillet, août, septembre, octobre, mettons. Puis après ça, le recrutement qui commence novembre, décembre pour les prochaines cohortes qui commencent en janvier. Et donc, je suis toujours capable de prendre plusieurs semaines, puis par plusieurs, pas une ou deux, mais je pense que j'ai pris 4 semaines, 5 semaines l'été passé. J'ai faire du vélo en Norvège. Puis moi, j'ai besoin de cette dualité-là. J'adore travailler, puis j'aime beaucoup travailler. Quand je travaille, c'est un peu la maladie de l'intrapreneur. Là, quand on travaille, souvent on travaille fort parce qu'on se met des objectifs ambitieux, puis on sort du cadre qui est proposé en fait souvent par l'organisation. Aujourd'hui, je pense que mon emploi est à 35 heures par semaine. Puis, il faudra pas que ma blonde écoute ce podcast-là, parce qu'elle va se demander pourquoi je rentre si tard le soir. Mais donc d'avoir à côté cet échappatoire pour pouvoir quand même profiter profiter de d'autres facettes que la facette professionnelle qui, dans mon cas, j'explore beaucoup la facette professionnelle de Théo Corbouliou, là, de janvier à juin. Là, je la connaissais bien, donc ça fait du bien d'avoir ces moments-là de réflexion, de réénergisation qui me permettent de réarriver en septembre, octobre, là, vraiment 100% d'énergie. Là. Prêt à avoir envie de faire encore beaucoup, de faire plus, et de pas rentrer dans cette routine de « Ah, OK, on recommence le cycle. » Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez typique des programmes d'incubation-accélération. Finalement, c'est souvent
des cycles qui se répètent d'une année ou de 6 mois à 6 mois, suivant le rythme de chacun. Mais je pense qu'à la base, quelque chose qu'on fait bien, aussi d'avoir vécu pas mal de croissance dans les dernières années. En fait, chaque année, c'est un nouveau défi. Chaque année, c'est des nouveaux objectifs avec des nouveaux programmes, souvent une nouvelle réalité pour tous les membres de l'équipe. Donc ça, c'est extrêmement motivant pour des personnes qui ont la personnalité qu'ont les gens dans l'équipe. Ça vient aussi avec des enjeux là, qu'il faut canaliser comment on s'assure que même si les gens ont envie d'en faire plus, comment on s'assure que les gens prennent soin de leur santé physique, mentale, passent pas leur vie au travail, puis bon, voilà, c'est un espèce de. Je pense que c'est en lien avec la conversation d'aujourd'hui là, sur l'entrepreneuriat puis les sabbatiques et tout ça, mais ça me donnait envie de rebondir sur le projet de Tiami pour parler de peut-être de ce rythme-là, puis qui est en lien avec l'entrepreneuriat. Mais est-ce que je peux rebondir sur ton rebond et ton rebond? Oui, rebond. Juste pour documenter en plus la conversation, parce que tout ce que tu dis, c'est hyper vrai. Puis tu mentionnais tout à l'heure, c'est comme une tendance, c'est des générations qui arrivent à vouloir mieux concilier justement travail, temps perso, souvent aussi pour cette volonté de déployer des choses en tout cas qui leur parlent beaucoup plus. Ça, c'est un nom en fait, ça s'appelle le micro-retiring. C'est un vrai concept en fait. C'est un vrai concept. Puis pour vrai, les entreprises de demain vont devoir faire face à ce concept-là parce que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Puis je trouve que ça rejoint un peu la discussion qu'on a en ce moment on a une génération qui a l'air de vouloir prendre plus en main des sujets qui leur tiennent à cœur. Fait que je trouve ça vraiment important que les entreprises soient capables de tenir l'espace pour que justement ça ne meure pas dans un coin, que justement la personne de 25 ans qui sort d'études, qui est comme ça, prête à travailler, ne soit pas à 40 ans totalement aigrie parce qu'au final, on lui a jamais donné cet espace-là. Fait que mais je vois aussi quelque chose, en fait, pour répondre à ça. C'est que aussi on a tendance vu qu'on s'investit énormément, comme Théo en parlait justement, ça donne cet espace-là aussi pour se reposer et se recharger. Moi, en tant que personne neuroatypique, justement, je le sais que je m'investis à 100%, je vais mettre mon cœur dans ce que je fais, mais je vais devoir avoir un certain temps justement pour me reposer puis recharger ces batteries-là qui fonctionnent à 150 à l'heure. Hein. Peut-être j'ai répondu partiellement à ta question. Ouais, peut-être. Qui était... quels sont les avantages, justement, pour une organisation d'avoir des intrapreneurs au sein de leur structure? En fait, puis il aurait fallu que tu invites quelqu'un d'autre que moi si tu avais voulu avoir un discours balancé, thèse, antithèse, synthèse, parce que moi, je penche énormément du côté de l'intrapreneuriat. Donc, moi, plutôt que quels sont les avantages, c'est en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parce que je pense que toute organisation a envie d'avoir des tempéraments d'employés qui sont intrapreneurs, qui ont cette proactivité-là, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut mettre en place? En fait, je vais répondre à ta question, mais ma conclusion, ça va être, selon moi, qu'est-ce que devraient mettre en place les organisations pour permettre aux employés de devenir intrapreneurs? Parce que je pense que tout le monde peut être intrapreneur, mais pas partout. Donc, je pense que le terreau dans lequel le cadre qui est mis en place par les organisations pour permettre aux employés de soit regarder le matin leur liste de tâches puis se dire est-ce que j'ai coché toutes les cases? Oui, je rentre chez moi. Ou alors de se dire dans quelle direction va l'organisation puis comment moi avec mes compétences, mon réseau, mon appétit, mes envies, je peux contribuer au maximum à l'atteinte de ces objectifs-là par l'organisation. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ce deuxième cadre-là où les employés sont conscients des objectifs stratégiques de l'organisation, ont un cadre qui leur permet de sortir d'une to-do list quotidienne, donc des gestionnaires qui leur donnent l'espace de s'épanouir, où les gestionnaires sont conscients des forces de chacun, des envies de développement de chacun, puis qui leur donne cet espace-là pour faire plus que leur description de rôle. Et ça s'apprend vraiment une transparence de l'équipe de direction sur voici où on veut s'en aller l'année prochaine, voici là où on veut s'en aller dans 3 ans. Parce que sans cette vision-là, c'est un peu comme si on est tous dans un gros bateau, puis on a tous une rame, puis on essaie de ramer, mais si on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, chacun peut mieux contribuer. Donc, en fait, ma réponse courte à ta question, ce serait, en fait, l'avantage d'avoir des intrapreneurs, c'est juste
d'avoir accès au meilleur qu'un employé peut offrir pour une organisation. Puis en fait, ça va dans les deux sens. L'employé contribue plus, mais aussi est beaucoup plus épanoui. Moi, mes dernières années de travail ont été absolument magnifiques parce que j'avais l'impression que j'avais un réel impact sur mon organisation. Puis en plus de ça, j'ai la chance d'avoir un beau métier qui fait en sorte que quand j'ai de l'impact dans mon organisation, j'ai de l'impact auprès de 150 personnes qui, eux, comme le décrivait Tiami, qui, eux, ont un impact concret sur le monde dans lequel on vit, sur l'économie québécoise. Donc, c'est un métier qui est très gratifiant. Puis j'ai l'impression de servir à quelque chose, un petit peu ce que tu disais, Tiami. J'ai l'impression de servir à quelque chose c'est ça, concrètement faire avancer la machine, puis que chacune de mes actions a un sens, quoi. Mon Dieu, c'est super beau comme réponse. Justement, toi, en tant que grand connaisseur, justement, des entrepreneurs, en fait, du milieu entrepreneurial, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la similitude de l'entrepreneur et de l'intrapreneur, puis en fait aussi des différences majeures? Mm-hmm. En fait, je pense que j'ai flirté avec le thème là depuis le début. Oui, un petit peu. Puis j'aime, on dirait que j'ai toujours l'impression que je suis tout nouveau dans l'écosystème, mais ça fait quand même depuis 2015. Ça fait, je vais bientôt fêter mes 10 ans dans l'écosystème startup d'innovation montréalais. À l'échelle de l'écosystème, tu es très vieux. À l'échelle de l'écosystème, je pense que je commence à avoir certaines lettres de noblesse. Mais en fait, puis ça fait peut-être moins longtemps que j'y contribué de différentes façons, mais c'est vrai que ça fait longtemps que, en tout cas, que je me réveille le matin en me disant mais comment est-ce que je peux aussi contribuer à cet écosystème-là, parce que j'ai beaucoup reçu. Mais voilà, je vais juste relever que c'est la première fois que je me fais appeler de grand connaisseur de l'écosystème. En fait, je dirais que, puis je vais essayer de donner des réponses courtes parce que je pourrais en parler vraiment longtemps, mais la différence fondamentale selon moi, il y a énormément de similitudes, puis je pense que j'en ai donné pas mal dans mes dernières réponses. La grande différence, c'est que aujourd'hui, j'ai la chance toutes les 2 semaines d'avoir de l'argent dans mon compte en banque. Donc, le rapport au risque est extrêmement différent. Je dis pas qu'il n'y a pas de risque d'être entrepreneur, c'est risqué. Des fois, je fais des choses sans l'accord direct de la direction parce qu'il faut que je prenne des décisions rapides. Puis j'ai l'impression que de prendre cette décision et de mener cette action rapidement, ça va contribuer au succès de l'organisation. Mais j'ai pas l'aval formel de ma direction, donc c'est une risque que je prends parce que si jamais j'ai mal évalué le risque politique de telle action, c'est mon poste qui est potentiellement à risque, mais le risque est quand même moins grand qu'un entrepreneur qui jour après jour en fait est dans l'incertitude. Moi, mon degré d'incertitude est beaucoup plus bas en tant qu'employé aujourd'hui, ou si je suis un petit peu fatigué et pendant 1 mois j'ai envie de slacker un petit peu, puis d'être un peu plus concentré sur ma to-do, puis d'être un peu moins... Tu vas voir Tiami, justement, avec son... Tu vas voir Tiami avec son micro. Oui, mais je peux aussi me dire, hey, tu sais quoi, là, j'ai des rénos en ce moment, puis fermer mon ordi à 4 heures parce qu'il y a les entrepreneurs qui viennent. Je suis dans un cadre professionnel qui me permet, puis je vais pas avoir plus ou moins d'argent à la fin du mois, mes conditions vont être les mêmes. Un entrepreneur, s'il veut diminuer sa cadence de travail, son rythme de travail, c'est sûr qu'il y aura des répercussions à la fin. En gros, ma réponse courte, la principale différence pour moi, c'est le degré d'incertitude auquel les deux personnes sont confrontées. Un entrepreneur vit beaucoup d'incertitudes à beaucoup de niveaux, avant tout financière, puis il faut en parler, c'est important, qui n'est pas le cas de l'intrapreneur. Pour moi, c'est là d'avoir vécu les deux, c'est l'immense différence. Il y a aussi le cadre proposé. Un entrepreneur, fondatrice d'entreprise, se lève le matin, puis peut faire à peu près n'importe quoi. Puis doit se demander le matin, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour créer un maximum de valeur. Puis ça, honnêtement, c'est une des tâches les plus difficiles de se dire, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Moi, même si je pense qu'en tant qu'intrapreneur, il y a une grande partie de mon agenda que je détermine en fonction de cette même question. Qu'est-ce que je peux faire pour créer un maximum de valeur? J'ai quand même une partie de mon agenda qui est déterminée par mon poste, qui a été créé par quelqu'un, qui a été pensé par une organisation. Donc tout ce stress-là aussi est un petit peu diminué. Donc voilà, je dirais finalement le degré d'incertitude dans les deux rôles, c'est la grande différence. Puis les similitudes, j'en ai beaucoup parlé. Au préalable. Je dirais le désir intense de régler un problème le plus efficacement possible avec des personnes obsédées par la même vision. Ce serait un bon rappel de ce qu'est un entrepreneur, un intrapreneur. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, Tiami? Oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi une nuance, pas une nuance, un aspect aussi quand tu es intrapreneur, c'est clair que clairement le risque, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup moins quand tu es dans le confort d'une entreprise. Puis dépendamment aussi de la taille de l'entreprise, je trouve qu'on a accès à des ressources qui sont beaucoup plus faciles quand tu es intrapreneur.
là, par exemple, moi, je suis dans une entreprise, on est une quinzaine, donc on peut dire petite entreprise, mais l'entrepreneuriat, ça peut se développer partout. Quand on est dans un grand groupe, si je reprends, par exemple, tu disais L'Oréal, à mon avis, être intrapreneur à L'Oréal, tu as accès à beaucoup, beaucoup plus de ressources, de personnes, d'expertise, mais aussi de l'ampleur de ce que tu peux déployer comme projet est quand même vraiment phénoménale et qui fait que tu as quand même une sacrée différence avec l'entrepreneur qui lui a une vision qui est souvent très 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 grande, mais c'est vraiment dur pour se rendre à ce niveau d'impact. Fait que pour moi, c'est aussi deux grosses différences entre l'entrepreneur et l'intrapreneur. En fait, c'est un excellent point. Si je peux, en fait, ce serait, je pense, puis je vais essayer de répéter puis de contribuer encore plus à la réponse, mais il y aurait le niveau de risque, je pense, qui est important. Il y a l'accès aux ressources, qui est excessivement important. Puis après ça, il y a l'autonomie et la capacité la capacité d'action. Quand tu es entrepreneur, un peu, je le disais, tu te lèves le matin, c'est comme, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment je crée de la valeur? Puis, bah, si je trouve comment faire, j'y vais. Versus, on reprend, peut-être changer d'entreprise, juste pour pas en faire un focus particulier, mais entreprendre au sein d'une grosse organisation, j'ai effectivement un niveau de risque qui est moins élevé, j'ai souvent des ressources qui sont plus importantes, mais des fois, ma capacité d'action est très petite. Puis ça, je l'ai vécu dans... je suis dans un cadre qui m'empêche de faire certaines choses, ou alors on me dit « Ah ben très bien Théo, c'est intéressant ton idée, écoute, appelle un tel, elle va t'envoyer un formulaire, remplis le formulaire, puis on s'en reparle dans 3 mois. » C'est comme « Oui, mais là, c'est juste que... il faut le faire la semaine prochaine. » Ben regarde, nous, les processus, si tu veux lancer ce projet-là, ça prend 3 mois pour voir si c'est validé, puis pour pouvoir te débloquer un budget. Donc des fois, ça vient aussi, il y a le revers de la médaille de l'accès aux ressources, c'est que des fois, ça vient avec moins de flexibilité. Donc je dirais de la capacité d'action à court terme. Voilà. Ben, on l'a vraiment abordé justement dans un des épisodes précédents, là, la hiérarchie, comment bien fonctionner en tant qu'entrepreneur justement avec la hiérarchie. Je veux revenir un peu sur l'aspect collaboratif que l'entrepreneur et l'intrapreneur utilisent et ont vraiment très en commun, là, dans le fond. Si justement on y va un petit peu plus dans le sens où les intrapreneurs sont vraiment, je crois, le bienvenu dans les petites entreprises puis avec les entrepreneurs, justement avec les fondateurs d'entreprises. Comment cette collaboration entre entrepreneurs et intrapreneurs d'impact peut-elle créer de nouvelles opportunités d'innovation dans l'écosystème québécois? Moi, j'ai du mal en fait à définir sur leur collaboration parce que je trouve qu'ils se rencontrent peu au final, les entrepreneurs et les intrapreneurs. Mais je trouve qu'il y a plutôt une notion de transformation comme les intrapreneurs deviennent souvent entrepreneurs ou les entrepreneurs ont en leur sein de leur entreprise des intrapreneurs. Oui, exact. OK, c'est dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, dans le fond, où justement, on pourrait dire en fait que l'entrepreneuriat est propice au développement des intrapreneurs au sein de leur organisation, en fait. OK, dans le sens où généralement un entrepreneur va attirer d'autres personnes qui lui ressemblent au sein de son entreprise. Très bonne question. Parce que justement, on a souvent tendance à remarquer que justement les fondateurs d'entreprises sont engagés, créatifs, puis vont justement attirer ce genre de personnes-là. Parce que c'est marrant, je continue à pas le voir comme de la collaboration, je le vois plus comme moi, entrepreneur, qui ai une vision vraiment ambitieuse, qui ait tendance à attirer des entrepreneurs chez moi. Je le vois plutôt comme, pour moi, l'enjeu, c'est comment est-ce que je les développe chez moi pour venir atteindre cette mission que je me fixe. Je trouve qu'il est plus là l'enjeu que, j'ai l'impression que collaborer, c'est plus, ça a l'air d'être comme d'entreprise extérieure à extérieur. Moi, j'ai l'impression que ce que je verrais comme le cœur de la problématique, c'est comment moi, entrepreneur, qui est généralement des plus petites équipes, en tout cas pour commencer, qui est tendance à attirer ces profils-là, comment j'en tire le plus de jus possible. Puis là, je trouve on tombe beaucoup dans des questions de management, savoir gérer son entreprise, savoir gérer ses ressources, ses talents. Je trouve que c'est beaucoup plus de ce spectre-là, au final, que de juste les faire se rencontrer. C'est vraiment travailler ensemble. Parce que je trouve que ça a tendance aussi, des fois, à se confronter, type de caractère-là. C'est beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées. Des fois, il faut les canaliser un petit peu. Moi, je le perçois plus comme ça, en tout cas, l'enjeu que tu présentes. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que moi, je pense que c'est...
peut-être c'est dans le même sens que Tiami, je vois énormément de potentiel d'innovation lorsque les organisations sont capables d'accueillir ces tempéraments qu'on a décrits des entrepreneurs, intrapreneurs, que ce soit de collaborer avec des entrepreneurs, que ce soit de créer un cadre pour que les employés puissent se développer comme intrapreneurs. C'est un petit peu, en fait, on parle de plus en plus d'innovation ouverte, d'ouvrir les processus d'innovation. Ben, en fait, c'est un petit peu, moi je trouve que, en tout cas, quand j'entends la question, je pense à comment on peut permettre d'ouvrir les processus d'innovation, de les rendre plus collaboratifs pour permettre d'atteindre plus rapidement un meilleur résultat grâce à l'innovation. Et, euh, et, euh, je pense que d'augmenter ces rencontres entre entrepreneurs, intrapreneurs et de permettre parce que c'est quand même assez récent puis c'est quand même un mot encore qu'on entend de plus en plus intrapreneur mais Encore méconnu, ouais. qui est encore un petit peu méconnu et puis je pense qu'il y aurait faudrait que ce soit encore plus mis de l'avant puis encouragé et facilité par les organisations. Puis je pense aussi que les intrapreneurs, on a toujours tendance à se dire c'est des caractères qui vont mener des projets énormes, mais l'état d'esprit intrapreneur, je trouve qu'il peut être vraiment à tellement d'échelles qu'il y a 100%. Vraiment pour moi plus le challenge de n'importe qui dans ton équipe, tu peux développer ses compétences d'intrapreneur. Tu sais, on n'est pas obligé de lui dire demain, tiens, voici un projet, voici une enveloppe. Va tout seul. Tu sais, tu parlais beaucoup tout à l'heure de donner comme un cadre dans lequel tu es capable d'avoir ton autonomie puis de prendre la meilleure décision pour ton entreprise. Pour moi, c'est ça, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de s'affranchir de sa fiche de poste et de voir un peu plus loin et de se dire, connaissant mon spectre et connaissant mes compétences, il me semble que ce serait une bonne idée d'aller vers là. Puis, tu sais, tu parlais un petit peu que le podcast, il est adressé à la relève d'affaires montréalaise, québécoise. Moi, j'encourage les gens qui entrent sur le marché du travail à se dire, à avoir un peu l'objectif de l'organisation derrière le poste. De dire, là, j'applique aujourd'hui comme analyste dans un fonds d'investissement ou j'applique comme n'importe quel poste d'entrée dans n'importe quelle organisation, mais de se dire, est-ce que le poste me convient? On regarde toujours les conditions, mais est-ce que le poste me convient? Est-ce que les personnes avec qui je vais travailler, c'est les personnes qui m'inspirent? Et est-ce que la mission de l'organisation, c'est quelque chose qui me parle et qui me donne envie de contribuer? Parce que déjà, si la réponse est non, il y a peut-être un autre emploi qui est plus adapté pour la personne parce que pour revenir à ce que disait Tiami, je pense qu'il n'y a pas un profil d'intrapreneur de c'est quelqu'un qui a eu une start-up puis ça n'a pas marché, finalement il se retrouve intrapreneur. Je pense que c'est autant, moi je vois dans mon équipe je travaille tous les jours avec 6-7 personnes qui ont des backgrounds complètement différents tous, puis c'est tous des intrapreneurs. Ils ont tous conscience de là où on veut s'en aller, puis leur liste de tâches elle n'est pas assez longue pour faire tout ce qu'ils font aujourd'hui, mais ils s'adaptent pour créer de la valeur puis s'assurer qu'ils soient pertinents pour l'organisation. Donc, je pense que mon petit message à nos auditeurs, auditrices, ce serait de dire demandez-vous qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour l'organisation qui serait aussi aligné dans vos objectifs de développement professionnel. Puis, normalement, le but d'un employeur, c'est de développer les personnes qui travaillent dans cette entreprise-là. Donc, normalement, en ayant cette attitude-là, vous allez atteindre les objectifs de votre employeur. Donc, moi, je souhaite une société québécoise où il y ait plus d'entrepreneurs. On travaille au quotidien pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Je souhaite aussi qu'il y ait plus d'entrepreneurs. C'est encore plus radical et ça sort encore plus du cadre établi, mais il faut aussi qu'on développe plus d'entrepreneurs. Ça répondrait probablement à beaucoup de problématiques, justement. C'est comme envahir les grosses organisations de l'intérieur pour justement, finalement, avoir un résultat à nos problématiques actuelles. Je trouve ça vraiment très intéressant que tu parles, Théo, en fait, du fait de choisir l'entreprise pour qui on travaille, la mission, en fait, sur lesquelles on veut avoir un impact. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi de travailler pour la JCCM. Puis j'encourage fortement aussi les gens à chercher leur milieu de travail, à chercher où on peut vraiment faire une différence. Si on se met un peu dans la tête d'une personne, en fait, qui nous écoute aujourd'hui puis qui voudrait vraiment être capable de justement choisir et voir quels aspects il faudrait vraiment cibler pour déterminer si cette entreprise-là ou cette organisation-là est vraiment la bonne pour nous.
Ouh, le spectre est grand. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de considérations, tu sais, qui sont vraiment très propres à la personne. Puis ça peut être des considérations très très basiques, entre guillemets, financières, logistiques, etc. Mais tu sais, si on va dans le secteur de qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui fait que moi je me donnerai plus en tant qu'entrepreneur. Encore une fois, ça reste hyper personnel, mais moi je reviens toujours à est-ce que ce que je fais est utile? J'ai l'impression que c'est quand même un thème qu'on va souvent revenir, de l'utilité pour les gens, qui est comme un moteur qui revient souvent. Tu sais, on parle des bullshit jobs, etc. Toujours le thème qui revient, c'est est-ce que je suis utile? Est-ce que je contribue à quelque chose? Fait que moi, j'ai l'impression que c'est ce prisme-là que je recommanderais. Est-ce que ce que je fais, c'est utile? Mais en gardant évidemment tous les aspects logistiques qui sont que tu peux pas enlever, parce que une job, c'est aussi pour vivre, pour faire d'autres choses que travailler dans la vie. Mais c'est ça. Je reviendrai à toujours cette notion d'utilité. En fait, nous, on accompagne des entrepreneurs dans leur cheminement entrepreneurial. Donc, j'ai parlé des différentes phases des gens différentes phases des projets qu'on accompagne, mais en fait, on a 4 niveaux de validation principaux vers lesquels on guide les entrepreneurs. Puis le premier, je vais le garder pour la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Le deuxième, c'est l'adéquation problème-solution. Donc, ils comprennent bien leurs problèmes pour qu'ils donnent la meilleure solution possible. Après ça, c'est l'adéquation marché-produit, le fameux product market fit. Puis après ça, c'est l'adéquation du modèle d'affaires. Mais avant qu'ils aillent là, nous, le premier niveau d'adéquation qu'on leur demande de questionner, c'est l'adéquation entrepreneur-projet. Et donc, finalement, la question que tu poses, c'est ça, c'est est-ce que l'employé est en adéquation avec le projet de l'entreprise qu'il va rechercher? Et donc là, ta question, c'est un peu, c'est quoi le conseil pour s'assurer que cette adéquation-là est bonne? Puis en fait, je dirais comme Tiami, il y a autant de bonnes réponses qu'il y a de personnes vivantes sur cette terre-là. Mais je pense que c'est important de se questionner. Est-ce que j'ai une adéquation? Parce que pour aller plus loin dans le projet de l'entreprise, pour être capable de donner mon maximum, il faut que je sente une adéquation. Et en fait, nous, pendant cette phase-là, pour guider les entrepreneurs à savoir, est-ce que le projet que tu veux lancer, il est en adéquation par rapport à tes valeurs, qui tu es, ton expérience, ton réseau? En fait, ça revient à la question, mais qui es-tu? Qui es-tu? Puis en fait, ce qu'on fait beaucoup pendant les premiers mois, c'est de se poser la question aux entrepreneurs, puis d'avoir ce reflexive mindset. Puis c'est drôle parce qu'on travaille beaucoup avec des enseignants de HEC Montréal on travaille beaucoup de profs du Executive MBA HEC McGill, puis ils disent, il y a des gens qui payent... c'est un diplôme qui coûte assez cher, mais qui est de grande qualité, mais qui coûte assez cher. Puis le premier module est 100% basé sur le reflexive mindset, c'est-à-dire qui veux-tu être en tant que gestionnaire, qui veux-tu être en tant que dirigeante d'entreprise. Nous, c'est exactement la question qu'on pose aux entrepreneurs. Puis, c'est la question que j'aurais envie de poser à n'importe quel employé qui veut s'insérer sur le marché du travail. Qui es-tu? Qu'as-tu envie d'apporter à la société? Tiami parle d'utilité. Je pense que c'est un super bon point de départ. Mais aussi en termes de... est-ce que je suis prêt à travailler 50 heures par semaine, ou est-ce qu'une entreprise qui offre des conditions flexibles, vacances illimitées, 32 heures semaine, c'est plutôt vers ça qui va... Il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste de savoir qui je suis, puis qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher, parce que c'est clair que si on part mal à ce premier niveau d'adéquation-là, tout le reste va être soit très facile et le fun, comme ce que j'ai vécu dans les dernières années, soit va pouvoir être très compliqué, et puis va pouvoir mener à des problèmes de santé mentale, d'anxiété, juste parce qu'on n'est pas à la bonne place. Donc, de se poser la question. Puis, on a de la chance. Au Québec, on est une population qui est quand même très bien éduquée, où il y a des très bonnes universités. La plupart des gens qui arrivent sur le marché du travail, ils ont un bagage déjà académique, où ils ont un peu le choix de quels emplois ils veulent aller chercher. Moi, j'encourage les auditeurs et auditrices à bien faire cette étape sérieusement, de se dire, regarde, j'envoie peut-être moins de dossiers, mais très qualifiés, puis je sais que les entreprises pour lesquelles je postule, cette premier niveau d'adéquation-là, il est validé. D'écouter nos besoins, en fait, là, à la base. Ouais, savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, finalement. À quoi on a envie de contribuer. Ouais, absolument. Avant de vous laisser aller, parce que la conversation est très, très intéressante et je continuerai pendant très, très longtemps, mais avant de justement vous laisser partir, on fait toujours un petit segment ludique avec des questions toujours un petit peu plus... pour apprendre à vous connaître ou simplement pour détendre un peu l'atmosphère. Donc, télétravail ou présentiel? Présentiel. Hybride. Mais à choisir, ce sera toujours le présentiel mais idéalement hybride. Courriel ou messagerie instantanée? Courriel. Instantané. Bureau fermé ou aire ouverte? Ouvert. Ah, moi, c'est bureau fermé. Après, j'imagine qu'il ne faut pas que je développe. Là, je pourrais développer, mais si je devrais répondre, je passe mes journées dans des bureaux fermés.
Pour la concentration, j'imagine? Je suis souvent en appel. Ah ouais, d'accord. Je veux pas... ça m'énerve d'être dans un espace ouvert où tout le monde parle fort. Donc, par respect pour les autres, je suis dans un bureau fermé. C'est vrai que ça pourrait être dérangeant. Impact ou innovation? Impact. Pour moi, innovation égale impact. Donc, je dirais innovation. Soirée tranquille ou réseautage? Tranquille. J'ai l'impression qu'on est toujours en désaccord. Non, moi aussi, je dis tranquille. Après la semaine que j'ai eue. Peut-être la première fois qu'on va être Je dis après la semaine, mais on est mercredi, ça part mal. En plein milieu de la semaine, oui. Je dirais soirée tranquille, c'est ce qui m'attend ce soir, puis c'est très bien. Petite ou grande équipe? Moi, je vais dire grande équipe. C'est ce à quoi j'aspire. L'hésitation se lit dans ton regard. Est-ce que je peux apporter des nuances ou Absolument. Petite équipe proche, mais grande pour l'impact. Ah, d'accord. J'aime ça. Croissance ou stabilisation? Je viens de lire Ralentir ou périr de Timothée Paric. Si je répondais croissance, ce serait difficile. Je pense qu'en tant que société, il faut qu'on re-questionne la croissance. Je vais m'arrêter là. Donc, tu laisses ça blanc? Je laisse ça blanc. Est-ce que je peux dire progrès dans ces cas-là? Oh! On Parce sort que- des sentiers battus, là. Exactement. Mais je trouve que c'est un peu l'idée en filigrane de croissance, mais pour moi, croissance en soi ne veut rien dire. Fait que pour moi, ce serait progrès dans ces cas-là. On est désolé, on répond pas du tout au final Non, mais au jeu. j'adore, en fait. Ça démontre vraiment très bien vos deux personnalités. Ça a été ma grande réflexion de 2024. Qu'est-ce que le progrès? C'est compliqué comme question. C'est C'est vraiment très, c'est très très compliqué. difficile. C'est très difficile. Très, très compliqué. Puis en fait, c'est intéressant d'explorer ce que n'est pas la croissance, puis ce qu'est la décroissance, pour voir finalement est-ce que le progrès ce serait pas de décroître. Puis en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire croître. Ça Exactement. fait 50 ans qu'on fait croître n'importe quoi. Donc pour moi, croissance, en tout cas, ce serait vraiment pas la bonne réponse. Mais j'aime pas stabilité non plus parce que stabilité, ça a l'air plate. Là, C'est ça, il y a comme une connotation de vraiment comme si on avait abandonné. D'un confort, en fait, là. Ouais. Puis quand on regarde le cycle d'une entreprise, on a toute la phase positive de croissance. Après ça, quand il y a la stabilité, on appelle ça la maturité. Puis après ça, c'est le déclin. Puis je pense que il faut pas tendre. Je serais pas à l'aise de répondre stabilité déclin. Je pense que c'est pas ça qu'on a besoin en tant que société. Mais je suis pas à l'aise de répondre croissance non plus. Parfait. Mais donc c'est bien. Est-ce que tu me rejoins dans progrès? Est-ce que tu me Ben rejoins? ouais, allez, progrès. Bon, allez, ça y est, on finit avec progrès. Tiami, Théo, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Un grand merci à toi. Merci pour Merci l'accueil. Puis, on a très hâte d'écouter le résultat de tout ça. Merci beaucoup. Bye bye, à Merci. bientôt.